On entre dans un nouveau chapitre et croyez-moi, celui-ci va vous ouvrir les yeux sur l'ampleur réelle de cet écosystème. Parce que jusqu'ici, on a parlé de blockchain, de crypto, de tokens, mais concrètement, quand vous ouvrez CoinMarketCap ou CoinGecko et que vous voyez des milliers de projets listés, comment vous y retrouvez? Comment distinguer un projet sérieux d'un énième token sans avenir? La première étape, c'est de comprendre qu'il existe des catégories. Tous les projets ne font pas la même chose. Certains sont des monnaies, d'autres sont des plateformes, et d'autres encore sont des outils financiers, des jeux ou des ponts entre blockchains. Et comprendre ces catégories, c'est comme avoir une grille de lecture pour naviguer dans ce marché sans se perdre. Donc il y a des milliers de projets crypto, et sans grille de lecture, c'est un peu comme un labyrinthe, alors qu'avec, ça devient une carte. La première catégorie, on la connaît bien. Maintenant, ce sont les crypto-monnaies au sens strict. Ce sont celles qui ont été conçues pour un objectif simple et fondamental, servir de moyen de paiement ou de réserve de valeur. Ces projets reposent sur leur propre blockchain, leur propre infrastructure, et leur raison d'être est d'offrir une alternative aux monnaies traditionnelles dans un cadre décentralisé. On ne cherche pas à construire des applications dessus, on ne cherche pas à faire de la DeFi ou des projets NFT. L'objectif, c'est la monnaie. Et un point, c'est tout. Bitcoin, évidemment, est le roi de cette catégorie. C'est le premier, le plus connu, le plus adopté, et celui qui a la plus grande capitalisation. Mais il n'est pas seul. Il y a Litecoin, par exemple, qui propose une architecture similaire à celle de Bitcoin, mais avec des transactions plus rapides et des frais plus faibles. Charlie Lee, son créateur, l'a d'ailleurs souvent présenté comme l'argent par rapport à l'or du Bitcoin. Les cryptos pures ne cherchent donc pas à réinventer le monde, elles cherchent à réinventer l'argent. La deuxième catégorie, c'est une évolution majeure par rapport à la première. On passe d'une logique de monnaie à une logique de plateforme. Certains de ces projets ne se contentent pas de transférer de la valeur, ils offrent un environnement complet sur lequel d'autres personnes peuvent construire des applications. Pensez-y un peu comme la différence entre un téléphone fixe et un smartphone. Le téléphone fixe, il fait qu'une seule chose, c'est appeler. Le smartphone, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez installer des milliers d'applications différentes. Le Bitcoin et le téléphone fixe, c'est un peu comme Ethereum et un smartphone. Ethereum, c'est le pionnier absolu dans cette catégorie. Mais la concurrence est féroce. Il y a aussi Solana qui mise sur la vitesse et les faibles coûts. Il y a Cardano qui mise sur la rigueur scientifique et la vérification formelle. Et Multiverse X, anciennement Elrond, qui développe une architecture conçue pour la scalabilité massive. Chacune a sa philosophie, chacune a ses forces, chacune cherche à attirer les développeurs et les projets sur son écosystème. Et c'est là qu'il faut comprendre un enjeu clé dans cette catégorie. La guerre ne se joue pas seulement sur la technologie, elle se joue sur l'adoption. La blockchain qui attirera le plus de développeurs, le plus de projets, le plus d'utilisateurs sera celle qui dominera les autres. C'est exactement comme la guerre entre iOS et Android dans le monde des smartphones. La technologie compte, mais l'écosystème compte encore plus. Dans la guerre des plateformes blockchain, ce n'est pas la meilleure technologie qui gagne, c'est le meilleur écosystème. Et la troisième catégorie, c'est probablement la plus ambitieuse, la DeFi, donc la finance décentralisée. On l'a évoqué rapidement dans les chapitres précédents et on lui consacrera un chapitre entier. Mais dans le contexte des catégories de projets, voici ce qu'il faut comprendre. La DeFi, c'est l'idée de prendre tous les services que proposent les banques, les prêts, les emprunts, les échanges, l'épargne, l'assurance, et de les recréer dans la blockchain sans intermédiaire. Donc il n'y a pas de banquier qui va décider si vous êtes éligible ou non, pas de dossier à remplir, pas d'horaire d'ouverture, juste vous, votre portefeuille numérique et un smart contract. Deux projets sont devenus des références absolues dans cette catégorie. Il y a Aave qui permet de prêter et d'emprunter des crypto-monnaies de manière totalement décentralisée, et Uniswap qui permet d'échanger des tokens directement entre utilisateurs sans passer par un exchange centralisé grâce à un système de pool de liquidité. Ce qui est révolutionnaire, c'est que ces services fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Il n'y a donc pas de fermeture pour des jours fériés, il n'y a pas de votre virement sera traité sous 48 heures, tout est instantané ou presque, et les utilisateurs conservent le contrôle total de leurs actifs, ce qui est quasi impossible dans le système bancaire traditionnel. Donc la DeFi ne ferme jamais, parce que les smart contracts n'ont juste pas besoin de vacances. Il y a une quatrième catégorie, ce sont les stablecoins. Et cette catégorie, elle est absolument cruciale, même si elle est souvent sous-estimée par les débutants. Le problème que résolvent les stablecoins, elle est simple, c'est la volatilité. Bitcoin, lui, il peut gagner ou perdre 5% une journée. C'est parfait pour la spéculation, mais c'est un cauchemar si vous voulez l'utiliser comme moyen de paiement, stable ou comme réserve de valeur. Les stablecoins sont adossés à des actifs stables. Le plus souvent, c'est le dollar américain, mais certains autres sont adossés à l'euro ou à l'or ou à d'autres actifs. Le Tether, donc qui est connu sous le nom de l'USDT, est le plus ancien et le plus échangé, avec un volume quotidien qui dépasse régulièrement celui du Bitcoin lui-même. Il y a aussi l'USD Coin, l'USDC, qui se distinguent par une transparence accrue de leurs réserves.
et leur rôle dans l'écosystème est colossal. Les stablecoins servent d'intermédiaires de liquidité sur les exchanges, d'outils de couverture contre la volatilité et de pont entre la monnaie fiat et le monde crypto. Sans les stablecoins, une grande partie de la DeFi ne pourrait tout simplement pas fonctionner. Les stablecoins sont le trait d'union entre l'ancien monde financier et le nouveau. Sans eux, les deux mondes ne se parleraient pas. Il y a une cinquième catégorie, et c'est celle qui fait briller les yeux du grand public, même si à l'heure actuelle elles n'ont pas vraiment la cote, c'est les jeux blockchain et les projets liés aux NFT. Ils se regroupent dans le terme qu'on appelle la GameFi. L'idée est séduisante, combiner les mécanismes de jeux vidéo avec les principes de la finance décentralisée. En clair, vous jouez, en jouant vous gagnez des actifs numériques qui ont une vraie valeur économique. Vos personnages, vos armes, vos terrains virtuels et tout ce qui peut être représenté par des NFT, vous le possédez réellement et vous pouvez le revendre. Il y a Axie Infinity qui est l'exemple emblématique. À son apogée, des joueurs aux Philippines gagnaient un revenu mensuel supérieur à leur salaire minimum local simplement en jouant. Des familles vivaient entièrement de ce jeu. C'était un phénomène social inédit. Il y a aussi d'autres projets comme Decentraland, The Sandbox qui proposent quant à eux des mondes virtuels où les utilisateurs peuvent acheter des parcelles et des terrains numériques sous forme de NFT. Certaines parcelles sont vendues pour des centaines de milliers de dollars. Le concept de métaverse prend ici une forme concrète, un univers numérique décentralisé où la propriété est réelle, vérifiable sur la blockchain. La GameFi transforme le joueur en investisseur, mais comme tout investissement, le risque fait partie du jeu. La sixième catégorie, c'est l'interopérabilité. Donc c'est un mot technique, mais le concept est simple. Aujourd'hui, la plupart des blockchains fonctionnent en silo. Bitcoin ne communique pas avec Ethereum, Ethereum ne communique pas avec Solana. C'est comme si Internet était fragmenté en des dizaines de réseaux isolés où les utilisateurs Gmail ne pouvaient pas envoyer d'email aux utilisateurs d'Outlook. Ce serait absurde et pourtant c'est exactement l'état actuel de la blockchain. Le projet d'interopérabilité veut corriger ça. Il y a Polkadot avec son système de parachain connecté, donc une chaîne relais qui permet à différentes blockchains de communiquer entre elles et d'échanger des données de manière sécurisée. On peut aussi citer Cosmo avec son protocole IBC qui prend une approche similaire en créant un réseau de hubs interconnectés. L'enjeu est énorme, si l'interopérabilité est réussie, un utilisateur pourra déplacer ses actifs d'une blockchain à une autre sans aucune friction et utiliser un token Ethereum dans une application Solana, ou combiner des services de DeFi de différents réseaux dans une seule transaction. C'est l'avenir d'un système blockchain unifié. Donc l'interopérabilité, c'est la promesse que toutes les îles de la blockchain finiront par être reliées. Et enfin, la septième et dernière catégorie, les solutions de scalabilité. On a déjà parlé quand on a abordé les Layer 2 dans le premier chapitre. Ici, on le regardera sous l'angle des projets à part entière. Le problème est connu. Les blockchains populaires comme Ethereum sont victimes de leur succès. Trop d'utilisateurs, trop de transactions et le réseau sature. Les frais montent, la vitesse baisse. Les solutions de scalabilité sont là pour résoudre ce goulot d'étranglement. Polygon est l'exemple le plus connu. Il fonctionne comme un Layer 2 pour Ethereum. Il prend en charge une partie des transactions en parallèle et les traite rapidement et à moindre coût. Optimist, quant à lui, utilise les roll-up optimistes, une technologie qui regroupe les transactions en lots avant de les soumettre à Ethereum. Sans ces projets, l'adoption massive de la blockchain resterait un rêve. Ils sont donc les facilitateurs silencieux de tout l'écosystème. Ils sont moins glamour qu'un NFT à des millions de dollars, mais infiniment plus essentiels pour l'avenir. Les solutions de scalabilité ne font pas les gros titres, mais sans elles, rien ne fonctionnerait. Ce qu'il faut comprendre, et c'est peut-être le point le plus important de cette section, c'est que ces 7 catégories ne fonctionnent pas isolément. Elles sont interdépendantes. Les crypto-monnaies circulent sur les plateformes de smart contracts, la DeFi s'appuie sur ces mêmes plateformes pour proposer ses services, les stablecoins alimentent la DeFi en liquidité, et la GameFi utilise les NFT qui sont émis sur ces plateformes. L'interopérabilité connecte le tout, et la scalabilité permet à l'ensemble de fonctionner à grande échelle. C'est donc un écosystème vivant où chaque catégorie nourrit les autres. Retirez les stablecoins, la DeFi s'effondre. Retirez les plateformes de smart contracts, les tokens n'existent plus. Retirez la scalabilité et rien ne tient la charge. Tout est connecté. L'écosystème crypto, c'est donc pas une collection de projets isolés, mais c'est un organisme vivant où chaque partie dépend des autres. Vous avez maintenant la grille de lecture de ces 7 catégories. Ces 7 catégories sont exhaustives et servent à vulgariser mes propos, bien sûr. Il en existe d'autres, mais je voulais vous donner dans un premier temps certaines catégories. Mais savoir dans quelle catégorie se situe un projet, ce n'est que la première étape. La question suivante, c'est est-ce que ce projet est-il bon? Est-ce qu'il est solide? A-t-il un avenir? C'est exactement ce que l'on va voir dans la prochaine section afin d'évaluer un bon projet. Maintenant que vous avez la carte, dans les prochaines sections, on va vous donner la boussole.